Bonsoir à toutes et à tous d'être venus chez Caribe ce soir. Donc juste quelques mots pour présenter, non pas Olivier Bordassar lui-même, parce que la plupart d'entre vous le connaissent, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup chez Caribe, qui est déjà venu donc 2 fois pour la France tranquille, il y a quelques années de ça, où on a un souvenir immense d'une improvisation, presque improvisation, en fait ça avait été un peu répété, mais avec, Musical. voilà, avec une base, des percussions et la voix de Femke Lauritzen. Oui. Et notamment cette scène hallucinante du début de La France tranquille, que si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire absolument. Euh, Tu es revenu ensuite pour Dernier Désir, Mhm. donc un livre assez différent, qui était moins directement peut-être un polar ou un thriller que La France tranquille, quelque chose de plus insidieux, Mhm. euh, donc qui était, bon, et ça, je sais que c'est à la fin un gros spoiler, mais en même temps, tout le monde le sait au bout de 5 pages en général, qui est une sorte aussi de transfiguration du mythe du vampire, ramené dans une question de c'est quoi exactement la consommation en fait et l'envie de consommation contemporaine. Et donc dans ce nouveau roman Accident qui est sorti chez Phébus donc il y a Octobre. en octobre donc il y a quelques mois, euh, c'est à la fois donc très différent et on va retrouver néanmoins certaines interrogations qui moi de plus en plus me semblent être des interrogations qui travaillent en profondeur et notamment de notre rapport justement à la fois à l'esthétique et à la consommation Mhm. et à la façon dont notre comportement en fait intime est politique de plus d'une façon. Là, c'est un sentiment que j'ai en tout cas. Et, là, et même si les figures en fait de Dernier Désir sont absolument pas mises en scène dans Accident, on va retrouver quand même cette interrogation. Il y a non plus une forme de vampirisme, en tout cas pas sous la forme du tout de Dernier Désir, mais il y a une réflexion autour d'un autre mythe que moi j'aime beaucoup, qui est assez fascinant, qui est le mythe du doppelganger, donc du double maléfique ou différent, où il y a la question de vie qui se phagocyte. Je vous en dis pas plus parce qu'après on rentre vite dans les zones de spoiler, mais c'est assez fascinant. Et l'autre chose que je trouve très étonnante, c'est que, alors ça c'était off, mais tu étais quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a vécu dans beaucoup d'endroits différents, mais j'avais pas du tout, dans la perception que j'avais de ton parcours, je me dis, ouais, cette façon d'écrire ce canal abandonné dans le Berry et tout, c'est assez incroyable, on s'y croirait, quoi, vraiment, avec la pêche. Et puis là, on se trouve dans le 3e arrondissement et le 10e arrondissement de Paris, enfin, autour de, en gros, du quartier qui s'étend Le public, quoi. de Beaubourg Ouais. entre Beaubourg, Arts et métiers. République, Arts et Ouais. Métiers, la rue René Boulanger, la rue du Château d'Eau, enfin, ce coin-là. Et, sans d'ailleurs que ça vire au parcours touristique hein, du tout, mais il y a une intimité avec ce quartier, euh, qui en vient à jouer un rôle également, notamment parce qu'on parle beaucoup d'art, et c'est vrai que c'est un quartier qui est riche en musées et en galeries, mais pas uniquement pour ça. Et donc c'est un roman moi, qui m'a beaucoup fasciné, qui m'a surpris, parce que voilà, je trouvais qu'il y a vraiment quelque chose à l'œuvre qu'on sent qui est Olivier Bordassar qui continue à explorer les choses qui le préoccupent. Hein. Et en même temps, c'est très différent des précédents, donc c'est très agréable aussi de ne pas avoir toujours Mhm. l'impression de ressasser le même roman 50 fois. Par rapport à Paris, en fait, j'ai réagi peut-être pas très intelligemment à quelque chose qu'on m'avait dit à la suite de l'apparition de Dernier Désir. Quelqu'un m'avait dit, toi, tu es un auteur de la ruralité. Alors, j'avais mal pris Démenti immédiat. et je m'étais dit, bah voilà, euh, l'auteur de la ruralité va s'installer à République, à Arts et Métiers, et ça fait un roman parisien. Ouais, Enfin, puis, parisien et jurassien. alors voilà, il y a aussi toute une partie du roman qui se passe dans le Doubs. Ouais, ouais. Et qui entre en résonance avec la partie parisienne plutôt dans le troisième tiers en fait réellement du roman quand comme ce qu'on peut imaginer et là la couverture nous donne des indices quand Oui. même puisqu'il y a ces deux personnes qui portent des robes qui se ressemblent beaucoup même si elles sont pas identiques euh, et
on sent assez rapidement, puisque de toute façon, dans les choix de découpage narratif que tu as fait, comme dans Dernier Désir, d'ailleurs, tu ne cherches pas à maintenir un mystère sur le type de mythe, en fait, qui est à l'œuvre, mais beaucoup plus sur la façon concrète dont il va venir s'incarner et télescoper, quoi. Et je trouve que c'est plus intéressant d'une certaine façon, parce que le suspense est au bon endroit, quoi, pas sur préserver à tout prix quelque chose qui de toute façon ne peut que se voir d'une certaine façon et se travailler sur autre chose de plus subtil. Est-ce que tu nous lirais un extrait? Oui. Ouais. Et par rapport à l'art et à la peinture, en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à repartir à la découverte de la peinture, de ce que c'est que la peinture, de ce que ça dit. Et, parce que moi, je suis assez affligé par le marché de l'art. Enfin, je connais des gens qui sont aux Beaux-Arts et maintenant ils ont des cours qui s'intitulent en gros comment monter un projet et comment budgétiser un projet. Et moi, quand j'ai essayé d'entrer aux Beaux-Arts, on m'a demandé de préparer un dossier de peinture. Comment faire une peinture. Et là, c'est comment obtenir des subventions. Obtenir des subventions pour faire des trucs. Et voilà. C'est un peu aussi l'expression d'une colère dans ce roman. Par rapport à ça, quoi. La conso de l'art. Enfin bon, le premier extrait se déroule... c'est le premier chapitre, se déroule avenue André Breton à Montrouge. Une odeur de gomme cramée atteint les narines de la jeune femme. Les roues bloquées par la tenaille des freins, les pneus ont explosé sur le bitume. À l'instant du choc, vitres et pare-brise ont été pulvérisés, moteur déboulonné, phare exorbité. La Clio rouge, toupie de papier froissé, a valsé jusqu'au centre du carrefour quand l'autre voiture terminait sa course, encastrée dans la devanture rose et or d'un institut de beauté. Un long silence de sidération a fondu sur les passants, sur les chiens à l'arrêt au bout des laisses tendues, et sur les choses elles-mêmes, les façades au crépi de poussière, les fenêtres écarquillées, les panneaux de signalisation, les feuilles mortes. L'huile bouillante dégouline du carter et se mélange à l'essence qui coule du réservoir éventré. Une fumée saturée d'une menace lente s'échappe des plis de la carrosserie, mais pénètre aussi dans l'habitacle par le châssis fendu et le tableau de bord, avant de s'évacuer par les ouvertures et de se désagréger. Pour la passagère du tas de ferraille et de carbone immobilisé sur l'intersection, le temps est une notion momentanément étrangère. Elle n'entend plus rien et garde les yeux clos sans en avoir conscience. Son cœur hoquette sous ses côtes. Sa respiration est si frêle qu'elle n'entraîne aucun mouvement de poitrine. Elle fournit l'effort de soulever à demi ses paupières. Proches ou lointaines, les images floues se confondent. Torsion de tôle à portée de main. Feux rouges et groupes d'humains. Platane nue sur l'horizon citadin. Elle ne distingue pas les marionnettes grises qui gesticulent aux fenêtres des immeubles, quand d'autres se contentent de rester bouche ouverte dans un vague encadrement de rideaux. Le mot « accident » clignote dans sa tête. La flaque du carburant déborde des contours de la voiture. De sa main gauche, la femme palpe le siège du chauffeur. Rien. Elle parvient à élargir son champ de vision. La netteté des images s'améliore. Au travers de la fumée dispersée par quelques souffles de vent, elle aperçoit le manège des badauds. Un homme franchit le carrefour en courant, s'efface, puis réapparaît muni d'un extincteur. Un autre lui crie quelque chose, bras tendu vers l'amas fumant, semble lui ordonner d'intervenir avant que l'incendie ne se déclare. Une dame âgée plaque ses mains sur ses lèvres, une mère serre son enfant contre sa taille, un trio d'adolescents observe la scène que l'un d'eux filme avec son portable. L'accidenté,
n'entend rien d'autre qu'un son grave et continu, la note de la plus grosse corde d'une contrebasse qu'un archet maltraite et son harmonique en contrepoint strident. Un nouveau mot s'allume dans son esprit, vivante. La douleur vient de se déclarer avec la puissance d'une lame océanique. Gémissante, submergée, la victime sent que l'œil du cyclone se situe dans son épaule droite. Au moment de la collision, la propulsion de son buste a été stoppée par la ceinture de sécurité, un élément à céder dans cette lutte contre les forces décuplées de la pesanteur. La clavicule brisée nette flotte dans le muscle. La douleur irradie dans les chairs, de la nuque au bout des doigts. La femme blessée suppose qu'elle est en train de mourir, c'est donc cela, la mort, la paralysie, la souffrance, le silence. Juste après l'accident, un passant a prévenu les secours. Premier témoin, il les attend, jetant un regard agacé à son voisin qui mitraille, il lui demande de s'abstenir. L'autre obtempère et range son appareil numérique. La passagère tâtonne, cherche à déverrouiller la ceinture. Ses doigts atteignent la poignée de la portière au gond tordu par l'impact. La tôle résiste, grince, se bloque. Ses tympans vibrent d'une note plus grave encore. Ses mâchoires se compriment. Elles suffoquent. Des particules d'aluminium et de plastique liquéfié tombent dans la flaque d'essence. La fumée s'épaissit. Un troisième mot éclaire les parois intérieures de son crâne. Non. Quelqu'un gueule qu'il faut la sortir de là. Un autre prévient que si le réservoir explose, un troisième les coupe pour conclure que de toute façon, avec cette fumée, on ne voit rien et vu les dégâts, là-dedans, il ne doit plus y avoir qu'un cadavre. Retenant son souffle, la femme se penche vers le siège du conducteur, s'y allonge, sa main droite s'agrippant à la poche de son pantalon afin de maintenir son épaule dans une relative immobilité, dégage ses jambes et frappe la portière avec ses pieds. Elle hurle de douleur. Des passants l'ont entendue. La fumée est de plus en plus opaque. Sous les coups, la tôle cède. La voie est libre, mais le moteur s'embrase. Un vieillard courbé interpelle l'homme à l'extincteur qui dégoupille, s'approche et asperge les flammes. Un autre homme plus jeune a vu des pieds gigoter par l'ouverture. Il remonte la fermeture éclair de son sweat noir, recouvre son crâne de la capuche et se précipite. Il saisit la prisonnière aux chevilles et tire. Mais les flammes grasses pénètrent dans le véhicule. Le jet de l'extincteur arrose le moteur, le sol, l'intérieur de la voiture, le feu recule, les cheveux de la femme sont trempés, son épaule droite se heurte à la carrosserie, la flaque d'essence s'enflamme, le jeune homme attrape la femme par le pantalon et de toutes ses forces l'extirpe du brasier alors que le feu attaque ses vêtements. Elle tombe sur la chaussée, le visage sur l'asphalte incandescent. La douleur de la fracture se retranche derrière celle de la brûlure. Le jeune homme la traîne jusqu'au trottoir. Les pompiers sont là. Elle est allongée, voit des visages, des mains qui la secourent, une fenêtre, un toit, le ciel. Elle s'évanouit. Voilà, c'est le premier chapitre. J'ai une question pour ça, Olivier. Oui. Quand je pense à ce premier chapitre à celui de La France tranquille et à celui de Dernier désir, Oui. est-ce que tu fais un travail spécifique sur les premiers chapitres? Un retravail spécifique, parce que c'est quand même impressionnant de rythme, de scansion, enfin de violence de l'entrée en matière, en fait. Alors, tu me remets en mémoire quelque chose qui a été très important pour moi dans ma vie, c'est quand j'ai travaillé un petit peu avec Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. Elle nous disait que l'essentiel dans une pièce de théâtre, c'est l'entrée et la sortie. Ce qu'il y a entre, si l'entrée est bonne, les spectateurs restent. Donc voilà, c'était une grande leçon pour moi. Et je l'ai vécu de manière très concrète quand un jour j'ai fait une entrée devant elle, en répétition, avec un masque, enfin bon, on travaillait, c'était en 96, on travaillait sur
et soudain des nuits d'éveil. C'était le spectacle sur les Tibétains. Et je fais une entrée avec, je sais plus, un polichinelle ou quelque chose comme ça. Je fais 2 pas sur scène. Et elle me dit stop, dehors. Parce que voilà, c'était pas assez puissant, c'était pas assez porté, pas assez vécu, pas incarné, il y avait pas assez de chair, il y avait pas assez de viande, quoi. Et c'est vrai que dans Accident et aussi dans La France tranquille, parce que dans Dernier Désir, c'est quoi le premier chapitre de Dernier? T'as le premier paragraphe justement qui nous met tout de suite avec le bonjour, je m'appelle Vladimir. Ah oui, Tu vois, ah après, voilà, c'est une belle entrée aussi. ouais. Ouais. Mais particulièrement dans La France tranquille et dans Accident, je voulais vraiment qu'il y ait qu'il y ait de la viande. Voilà. Qu'il y ait- qu'on ne, que le lecteur ne puisse pas se détacher d'un corps qui est proche du gouffre. Enfin, on est, voilà, elle a les doigts de pied dans le vide et il suffirait de la pousser. Donc Non, elle puis- résiste aussi. Parce que c'est drôle, oui, parce que là, et dans La France tranquille, ce sont 2 femmes qui résistent Mm. à la mort. Ouais, et puis tu joues justement, je trouve assez bien. Alors, on va pas lire le deuxième chapitre, mais presque dans chaque cas, je trouve que il y a bon cette espèce de ruse narrative qui consiste. Bon, le premier, enfin, on est au bord de suffoquer quoi, en tant que lecteur, tellement c'est intense, tellement c'est soit terrifiant, disons pour La France tranquille, soit poignant en fait, et un peu terrifiant pour Accident, soit très déroutant en fait au début de Dernier Oui, Désir. oui. Et en fait, le deuxième chapitre, à côté de ça, c'est bon, prenez un peu d'oxygène, respirez. Non mais On se attendez, détend. voilà, on se détend, tout va bien. Regardez, on va aller faire les courses. Ouais. Regardez, je suis un gendarme tranquille, tout va bien. Je pense plus à la pêche et à Mhm. voilà. Et puis là, le deuxième chapitre, une famille normale, enfin justement gentiment bourgeoise, assez ordinaire. Il n'y a pas de drame, quoi. Enfin, Non. et donc il y a tout de suite cet effet de contraste. Et puis évidemment, on va se demander, mais comment est-ce qu'il va nous faire organiser ces télescopages-là, quoi. Et ça fonctionne de façon très très forte, quoi. Je trouve très bien. Enfin, un peu d'art justement. Oui, je sais pas si je réussis, enfin les entrées, je sais pas si je réussis les sorties. Ah, mais ça, j'en parlerai pas de toute façon parce Non, faut que pas. là, pour le coup, si on parle des sorties, Non. on est dans le spoiler final. Tu me dirais un Alors, mot sur l'art et sur, oui, enfin, alors attends, il faut qu'on le retrouve. Tu sais mieux que moi, parce que oui. Euh, euh, non, c'est ah oui, voilà. Alors, bon, je fais un petit résumé du début du Mhm. chapitre. Sergi, donc le peintre du roman, invite son beau-frère et voisin à venir voir son travail. Mais il a fait des trucs, il sait pas ce que ça vaut et il a besoin d'un avis. Et il a une entière confiance en son beau-frère, donc le mari de sa sœur, qui est psychanalyste. Et ce couple-là, qui a 2 enfants, vivent sur le même palier que Sergi. Et lui paye son loyer, parce que comme il est peintre. Alors, bon, allez, viens voir mes trucs et tu me dis ce que tu penses. Mais tu me dis vraiment, d'accord? Faut pas te gêner, ok? Surexcité, l'artiste précéda Paul dans l'atelier et l'invita à s'asseoir sur un des tabourets. Lui resta debout, à se balancer d'un pied sur l'autre. Le visiteur découvrit 10 toiles de format identique,
Sur chaque support était peinte une forme brune patatoïde d'environ 50 cm de diamètre, éclaboussée de taches blanchâtres. La matière était épaisse, pâteuse et triturée. Sergi y avait intégré des poussières, des gravillons, des poignées de filasse, des éclats de plâtre, des tessons de bouteilles. La forme était inscrite dans la partie inférieure du cadre, le reste de la toile était vierge, hormis les accidents qu'avait généré la création de cette masse abstraite. Les œuvres de Sergi Velasquez furent examinées attentivement. Au bout de plusieurs minutes, n'y tenant plus, Sergi fit timidement « Alors ?» Paul répondit, perplexe, qu'il n'y connaissait pas grand-chose. « Bien sûr que si, tu t'y connais, fais pas ton délicat. » Il ne cherchait pas l'avis d'un expert, seul l'intéressait le ressenti de son voisin qui, docile, confia sa surprise face à ces choses informelles. Il semblait regretter l'époque des figures humaines, la période figurative du peintre. Or, ce dernier, maniant la contradiction par provocation, revendiqua une nouvelle figuration. Il voulait du concret, du palpable. « Qu'est-ce que tu vois ?» Une sorte de pomme de terre. Bravo. J'appelle ça des cailloux, mais tu peux dire patate si ça te convient. Cailloux, patate, c'est pareil. Sergi sentit que Paul avait besoin d'explications, mais craignait de ne pas être assez clair. Il fallait pourtant aider le néophyte à se tracer un accès à l'œuvre le moins chaotique possible. Donc, il s'agissait de corps faits d'un seul organe, ou d'un organe sans corps. Il fallait admettre que ça simplifiait tout. Un corps sans organe libère l'esprit des basses préoccupations fonctionnelles, des pannes et des bruits bizarres de la machine. Sergi convint de la radicalité du changement, mais rassura Paul, ces personnages reviendraient peut-être un jour. Pour le moment, il en avait marre des gueules cassées, voulait une beauté visible au premier coup d'œil, et d'une intensité qui irradierait depuis l'intérieur. Et puis de toute façon, les gens, ils s'en foutent. Ils préfèrent les impressionnistes. Les bords de Marne et les visages roses des gamines de Renoir. Franchement, quand je vois un Renoir, j'ai l'impression que dessous la toile, il y a des chocolats. Voilà. Ça c'est la beauté qui te fait croire que quand l'emballage est joli, ce qu'il y a dedans est délicieux. Mais la beauté convulsive des gueules de Francis Bacon, c'est autre chose, non? Alors, des cailloux ou des bonhommes, ça revient au même. Tout le monde s'en fout. Il remarqua l'air toujours dubitatif de son ami. Pourquoi faire de la peinture? À quoi ça sert, puisque maintenant tout est au même niveau, l'art, la pub, le sport et la cuisine conceptuelle. Des hommes ou des cailloux, le système, il s'en branle. Sergi voulait parler de ça, de ce monde qu'il exécrait sans pouvoir s'y soustraire, de cette absurdité de l'argent qui contaminait tout, de la bourgeoisie qui prétendait aimer l'art parce qu'elle l'achetait. Une fois de plus, malgré le profond respect qu'il avait pour Paul, il pointait leurs différences de classe. Julia et Sergi étaient des gosses de prolos, incultes peut-être, mais pas tellement en plus que la grande majorité des bourgeois. C'est comme ça. À ton avis, Polo, qui va venir voir mon expo? Le bourgeois? Non? Il y a des chances, mais peut-être pas que. Polo, soyons réalistes, le public de la peinture, c'est le bourgeois. Des hommes ou des cailloux, pour lui, c'est kiff-kiff. Il vient dans la galerie parisienne, il mate 5 minutes, il achète un tableau de cailloux, il fout ça dans son salon pour le montrer à ses invités charmants, et après, il bouffe comme des cochons. Voilà. Fin de l'intérêt de la bourgeoisie pour l'art. Le prolo, lui, il sait même pas que ça existe. Il est trop préoccupé par sa survie. Alors, c'est pour ça que je me dis, à quoi ça sert tout ce bordel de peinture? Je gagne même pas ma vie avec. Paul répondit que, malgré ses origines bourgeoises, il aimait les cailloux de Sergi. Tu sais, mon mariage avec Julia, une fille de concierge, pour mes parents,
C'était la plus grande des trahisons. Une immigrée dans la famille, quelle horreur! Un ver sournois entrait dans un fruit d'or. J'étais le plus décevant des héritiers. Alors, bourgeois, pas bourgeois, ton rôle, Sergi, c'est aussi de peindre pour des gens pas vraiment éduqués, issus de la bourgeoisie inculte, comme moi, et qui peuvent pourtant éprouver des émotions devant un tableau. Tes cailloux sont très beaux, c'est mon avis, tu le voulais. Le voilà. Très beau. Feignant soudain la colère, dans l'espoir d'un effet sur le poète maudit, Paul asséna qu'il était profondément agacé par ce désespoir permanent, cette noirceur dans laquelle Sergi semblait se complaire, ce nihilisme, cette planification de l'échec. Tout cela revenait à exposer les motifs de son propre suicide. C'était assez lassant. Sergi resta silencieux un moment, il n'avait pas du tout envie de se suicider. Il était lucide, désespéré par le monde, mais bien résolu à agir pour le changer. J'en ai rien à foutre de la beauté d'une voiture, d'une bouteille de parfum. Les cuisiniers, ils me font chier avec leur art culinaire, les sportifs me font chier avec leur art du ballon rond, les coiffeurs me font chier avec leur sculpture capillaire. Pour avoir l'air respectable, on se baptise de plasticien et on invente un concept de paquet de lessive. Ça me fait chier, c'est tout. Il y a plus que des surfaces lisses et brillantes, mais en dessous, c'est de la merde, mon pauvre Paolo. Il y a sûrement que toi pour dire que mes cailloux sont beaux. Je suis tellement exceptionnel, fit Paul en riant aux éclats. C'est pour ça que je t'aime, mon pote. Alors, j'expose ça. Bien sûr, j'espère que les bourgeois vont en acheter des brouettes. La dernière fois, je lisais sans lunettes. On passe. Il y a toujours aussi cette qualité, dans des textes les plus tragiques, parce que tu écris aussi des choses qui sont vraiment terribles, hein, que ce soit c'est le cas dans l'accident, et je dirais, on l'a vu avec le premier chapitre, mais il n'est pas isolé, hein, il y a du terrible. Il y a du terrible dans La France tranquille, il y a du atroce dans Dernier désir, Oui. Et pourtant c'est tissé d'humour, de choses comme ça, où il y a un petit peu de choses tongue-in-cheek, il y a un petit peu de clin d'œil, il y a une espèce d'ambiance assez bonhomme par moment, Oui. qui se déplace tout le long du roman, quoi. Ben, j'aime bien raconter joyeusement des choses graves. Puis c'est peut-être aussi un écho à la farce du monde, quoi. Enfin, là, en 2017, on va être servi, et j'espère que vous êtes prêts. La grande farce. Et ça va être drôle, quoi. Enfin, ça va être drôle. Enfin, oui. Avec une bonne dose d'humour noir. Avec une bonne dose d'humour noir, oui, bien sûr, mais je pense que c'est... Ouais, enfin bref, on va pas épiloguer sur les élections, mais voilà. Ce que j'aime bien, c'est quand même... des lecteurs m'ont remercié pour la fin, enfin, mais peut-être faut pas le dire. Ça serait... Non, c'est toujours un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Mais oui, en fait, après Dernier désir, j'étais... Malgré cet humour-là, quand même, j'étais invité dans tous les salons de romans noirs, quoi. Ouais, j'écris des choses trash, mais... J'aime bien que les lecteurs conservent dans un petit coin de leur tête un sourire. Tout ça, c'est pas très grave, finalement. Ouais, mais je trouve que tu joues particulièrement bien de ce sourire, effectivement, que tu nous proposes, qui nous aide aussi, Oui. mais qui ne vient pas masquer le fait que ouais, c'est quand même des romans angoissants, enfin, aussi. Oui. Enfin, tous les trois, hein, justement, mais qui sont plus angoissants pour moi au plan, au fond, social et politique, qu'au plan individuel Ah oui. de l'aventure, quoi. Enfin, même si dans le cas Dernier désir, c'est peut-être un petit peu l'inverse. Ouais. Quand même. Ah, dans le cas de Dernier désir, politiquement, c'est assez angoissant quand même. C'est très angoissant. Ouais.
Ah oui, parce que c'est la fin de quelque chose. C'est les personnages qui sont au bord du gouffre, quoi. Et puis c'est la fin d'un système. Dernier désir, c'est le stade ultime du système capitaliste, quoi. De la consommation mimétique. Oui, les gens se dévorent entre eux, quoi. Est-ce que vous avez des questions pour Olivier lors de ça? On peut également donc poursuivre autour d'un verre. T'as un peintre qui s'appelle Velasquez. Coïncidence? Ouais, Sergi Velasquez, ouais. J'avais besoin d'un nom de peintre espagnol. J'ai choisi le moins connu. Ah, et puis en même temps, ça fait penser à Sergi Lopez, Ouais. et donc qui aurait pu être l'acteur presque principal pour Dernier Alors, Désir. Alors Sergi Lopez, je lui ai envoyé Accident, j'ai pas de réponse, mais j'ai écrit ce roman en pensant à lui, hein. C'est pour lui, quoi. Je pense qu'il serait très bien dans le rôle du peintre, là. Ouais. J'aime beaucoup Sergi Lopez. Ouais, bon, on en avait parlé, je crois, quand tu étais venu à propos justement de Dernier Désir, en pensant au film Oui. Un ami qui vous veut du bien. Ah oui, un ami qui vous veut du bien, Il y avait Dominique Moll. Ouais, ce côté voilà, qui est très glaçant et en même temps très drôle. Enfin, Alors ça sera sûrement pas le casting, parce qu'il y a un réalisateur qui s'intéresse à Dernier Désir actuellement, qui est en recherche de production avec les éditions Fayard, là. Il cherche de l'argent. Mais alors c'est pas du tout son casting à lui. Lui, il veut, dans le rôle de Vladimir, il veut Vincent Cassel, Ah oui, c'est qui est peut-être pas tout à fait le meilleur acteur pour jouer Vladimir, mais bon, c'est pas mes affaires. C'est qu'on risque de se douter de quelque chose, quoi. Et Marie Gillin, dans le rôle de Mina. Bon, et peut-être Pio Marmaille, dans le rôle de Jonathan. Mais je suis pas convaincu par Cassel, mais bon. Ouais, c'est plutôt Cassel, qu'on peut adorer comme acteur, mais qui connote énormément ses rôles, quand même. Bah, et ouais. sur celui-là... Ouais. Là, dès qu'il arrive, bonjour, je m'appelle Vladimir Martin. C'est mort. C'est mort. Il y a un gros panneau qui apparaît. Voilà. Je suis un spoil dès le casting. Ouais. Voilà. Moi, je me suis bien amusé aussi dans Accident à travailler avec le cinéma aussi. Paul est un cinéphile. Absolument. Il y a énormément de références, de Ouais. croisements, de scènes en fait, hein, qui aussi ont des échos cinématographiques. Hein. Et pas uniquement de grands classiques d'ailleurs, de films, certains films contemporains. Enfin, Oui. Voilà, donc en tout cas, je vous encourage, si vous ne les connaissez pas déjà, à lire évidemment les précédents, à lire Accident, à ne pas hésiter, vous avez pu voir, c'est des livres qui sont riches et un peu déroutants et un peu déstabilisants et en même temps très... voilà, il y a plusieurs façons de les attraper, donc c'est aussi des livres qui sont parfaits pour offrir, voilà, donc n'hésitez pas. Ouais, c'est passé. Non mais c'est pas grave. C'est bientôt Noël. Non, ça va très vite. Non, puis il y a aussi des anniversaires, enfin tu vois, il y a toutes sortes de choses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Olivier d'être venu jusque chez nous. Merci de m'avoir invité. Pour ces accidents qu'on aime beaucoup, quoi. Merci à toi. Merci beaucoup.